like we just can't help ourselves. 'Cause we don't know how to back down. We are listening and we're not blind. This is your life, this is your time. La discrétion est primordiale pour celui qui doit tuer pour vivre. Dans la forêt, les prédateurs se doivent d'être à la fois invisibles et silencieux. Et même dans ces conditions, l'échec est parfois inévitable. Notre planète est recouverte de divers types de forêts. L'une d'elles est particulièrement inhospitalière. Cette jeune tigresse du Bengale étouffe sous le soleil indien. Il fait 45 degrés. Mais elle doit se lever et se mettre en route. Trop jeune pour revendiquer son territoire, trop vieille pour rester avec sa mère, elle erre affamée. Il ne fait pas bon rôder dans cette savane d'où la vie a quasiment disparu. C'est la saison sèche. La végétation est rare, ce qui rend la tigresse facilement repérable. Elle ne tarde pas à faire une rencontre inespérée. Il s'agit d'une harde de tchitals, sur lesquels pleut une nourriture providentielle tombée du ciel. À l'origine de cette nourriture miraculeuse, des singes entelles, qui ont investi l'un des derniers arbres encore verts de la savane, un acacia. Il laisse tomber des bribes de nourriture et possède une excellente vue. Pour les tchitals qui sont myopes, c'est une aubaine. La tigresse se contenterait volontiers de l'un ou l'autre. Sa seule chance, une discrétion totale. Mais avant qu'elle n'ait pu bondir, tout tombe à l'eau. Ce n'est pas sa faute. Le coupable, c'est lui. Un félin de 220 kilos, pas commode. Elle chassait sur son territoire et doit en payer les conséquences.
Elle a la sagesse de se soumettre. L'autre l'abandonne à ses blessures. Elle a de la chance d'avoir eu la vie sauve. Si elle avait été un mâle, il l'aurait sans doute tuée. Il ne lui reste qu'à reprendre sa route et s'enfoncer dans la savane déserte et aride. Soudain, devant elle, un petit coin de paradis. Le lac attire une foule de bêtes à plumes et à poils venues de kilomètres à la ronde. Difficile de savoir par quoi commencer. Cuisseau de cerf, civet de marcassin. Lui doit avoir un goût de poulet. Encore. Cette fois, ce sont des crocodiles. La tigresse profite de la confusion. Enfin, un vrai repas. Même le plus gros félin du monde a du mal à survivre dans ces régions desséchées. Mais une végétation plus luxuriante peut s'avérer tout aussi hostile pour un prédateur minuscule. Les forêts tropicales d'Amérique centrale regorgent de grenouilles. Beaucoup inférieurs à 1 cm de diamètre. Il y en a des centaines d'espèces. Et chacune est un prédateur féroce. Elles mangent à peu près tout ce qu'elles sont capables de gober. Mais lorsqu'elles démarrent leur vie, ces grenouilles sont loin d'être toutes favorisées. La plupart des mères pondent leurs œufs et les abandonnent aux éléments et aux prédateurs. Mais une valeureuse petite grenouille reste aux côtés de ses petits. Il s'agit de la grenouille de Valerio, ou grenouille de verre réticulée. Elle doit son nom à sa peau transparente. Si l'on s'approche suffisamment, on voit ses organes au travail.
La mère n'est nulle part en vue. C'est le père qui s'occupe de tout et qui garde la couvée 24 heures sur 24. La nuit, il humidifie les œufs au contact de sa peau pour éviter qu'ils ne dessèchent. Mais à peine le soleil levé, il doit défendre sa progéniture contre son pire ennemi. Des escadrons de guêpes carnivores prennent leur envol. Le cauchemar de toute grenouille. Elles sont agressives, obstinées, venimeuses et quasiment de la taille de la grenouille de Valerio. Les guêpes se moquent du père. Ce qui les intéresse, ce sont ses œufs. Mais si elle s'imagine pouvoir dévorer ses petits sans rencontrer de résistance, elle croit au Père Noël. Papa est une vraie grenouille ninja. Mais à lui seul, il ne peut pas toutes les repousser. Certaines guêpes parviennent jusqu'aux œufs. Sauf que, confrontés à un grand danger, les bébés grenouilles ont une stratégie de survie bien particulière. Nos caméras ont filmé le phénomène pour la toute première fois. Certains embryons éclosent prématurément et prennent la poudre d'escampette. Et même si un seul têtard échappe au massacre, l'héroïsme du père n'aura pas été en vain. À chaque étage de la forêt tropicale, sont lots de prédateurs bien adaptés à leur milieu. Mais à plus de 30 mètres de haut, la vie peut ne tenir qu'à un fil. Prenez cette impétueuse princesse retenue prisonnière dans sa tour. Cette aiglonne, une jeune harpie féroce, est bloquée au sommet d'un des plus grands arbres de la forêt, le quipo. C'est la fille du rapace le plus puissant de la Terre, et elle pèse pas moins de 9 kilos. Elle est quasiment arrivée au terme de sa croissance, à l'exception d'une chose, ses plumes de vol. Elle ne peut donc pas encore voler. En général, ses parents lui déposent un singe ou un paresseux tous les 2 ou 3 jours, mais elle ne les a pas vus depuis plus d'une semaine, et elle commence à désespérer. Le nid empeste de vieux débris de carcasses.
Les piqûres d'insectes sont une torture permanente. Poussé par la faim, elle ingurgite les restes en décomposition. Et comme par un fait exprès, sa nourriture préférée est à quelques arbres de là. Ce paresseux se déplace à 1,5 mètre par minute. De quoi la faire saliver. Il est temps de tester ses ailes. Oups, pas facile. Il n'est pas rare que les aiglons tombent de leur nid. Les tentatives d'envol tournent à la crise de nerfs. Et font travailler des cerfs de la taille de griffes de grizzly. La terre est basse. L'aiglonne est prise au piège et ignore quand lui sera livré son prochain repas. La mer. Plus loin dans la forêt, un autre paresseux grimpe vers le ciel. Il n'a pas vu qu'une harpie, poussée par l'instinct maternel, avait pris son envol. Les paresseux peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Celui-ci ne les atteindra pas. Avec ses 2 mètres d'envergure, la mère harpie transporte sa proie avec une aisance et une habileté étonnantes. Si un paresseux de 4 kilos ne rassasie pas sa fille, rien d'autre n'y parviendra. Enfin de la viande fraîche. C'est pas trop tôt. Au départ, l'aiglonne semble sur la défensive. Mais sa mère parvient à la rassurer. Elle commence par nettoyer le nid
puis découpe la carcasse et donne la becquée à sa fille, comme si celle-ci venait de sortir de l'œuf. Les harpies féroces n'élèvent qu'un aiglon tous les 2 ou 3 ans. Voici un moment d'intimité tel qu'on en observe rarement entre 2 des prédateurs ailés les plus agressifs du monde. Si la canopée est le royaume des harpies féroces, d'autres chasseurs sans ailes ni pattes prospèrent en contrebas dans le dédale de la forêt tropicale. Quasiment invisible sur un tapis de feuilles, un serpent mortel attend sans bouger depuis des semaines. Le maître de la brousse est le plus grand crotal du monde et l'un des plus venimeux. Il a choisi son emplacement avec soin. Sa langue collecte les particules odorantes laissées par le passage des rongeurs. Il restera posté aussi longtemps qu'il faudra. Il finit par percevoir de minuscules vibrations. Ses cavités nasales détectent la présence de chaleur corporelle. Sa langue a bien sûr déjà collecté l'information. Un être humain a une chance sur 4 de survivre à sa morsure. Ce rongeur, pas la moindre. Commençant toujours par la tête, il fait glisser l'animal en direction de son œsophage, à l'aide d'un crochet, puis de l'autre. Après avoir digéré un moment, le crotal s'éloigne en quête d'une proie plus grosse. Le maître de la brousse a en tête une carte de la forêt étonnamment précise. Il se souvient de l'endroit exact où il a aperçu sa proie pour la dernière fois. C'était un tatou. Il se moque de sa chair. Il veut simplement lui demander l'asile. Les terriers de tatou ont la taille idéale pour ce que cette femelle a en tête.
À l'abri dans sa tanière, elle va pondre une douzaine d'œufs. Pendant 2 mois et demi, elle les surveillera, ne les quittant même pas pour se nourrir. Mais lorsque les œufs commencent à éclore, elle est déjà partie. Les jeunes serpents sont loin d'être démunis et se mettent vite en quête de leur premier repas. La forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger 1/3 de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent.
Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. Mais ces hommes ne sont pas là pour l'achever. Ils font partie d'un centre de sauvetage des ours. Le sédatif est efficace, mais de courte durée. Il vérifie vite les signes vitaux et soigne ses blessures. À son réveil, l'ours est tout sauf reconnaissant.
La caméra installée pour filmer ses premiers pas ne servira plus jamais. Sur le sol de la forêt, les fourmis s'agitent dans tous les sens. Le maintien de l'ordre est assuré grâce à une communication chimique constante. Les fourmis trouvent de la nourriture, elles défendent leur colonie et ramassent les morts sur le champ de bataille. Une tactique qui permet à un intrus de s'infiltrer dans leur rang. L'araignée Zodarion germanicum est la reine du travestissement et une tueuse de fourmis née. Elle doit se transformer en fourmi pour en attraper une. Elle commence par se mélanger aux troupes. Risqué. Si elle se fait prendre, les fourmis la tueront. À moins qu'elle n'y voie que du feu. Avançant sur 6 pattes au lieu de 8, elle imite sa future proie et agite ses 2 pattes avant comme si c'était des antennes. Elle repère une fourmi solitaire qui s'est arrêtée faire un brin de toilette. L'araignée attaque par derrière. Son venin se charge du sale boulot. Paralysie totale de l'organisme. Maintenant, comment sortir de là vivante avec son butin? La Zodarion utilise sa victime comme armure. Les phéromones de la fourmi masquent les siens et lui servent de bouclier protecteur. Comble de machiavélisme, l'araignée se fait passer pour une fourmi de l'équipe de nettoyage. Elle doit à présent braver une armée de fourmis méfiantes et frotter ses fausses antennes contre les leurs. Protégée par les phéromones rassurants de sa victime. Si elle perd son sang-froid ou laisse tomber son butin, elle sera démasquée. Mais après 3 ou 4 brefs mouvements d'antenne, la voici qui repart. Maintenant, elle peut mettre le cap sur sa maison. Lorsqu'elle est à distance suffisante, elle aspire la chair de la fourmi et n'en laisse qu'une coquille vide.
Elle se réfugie dans son bunker, un tas de pierres maintenues par des fils de soie. Elle ferme la porte et tire sa révérence. Le dhole, chien sauvage et belliqueux de l'Inde, a longtemps été mal vu. Mais cette mauvaise réputation est contrebalancée par son courage. Les dholes n'hésitent pas à affronter des tigres. Ces chiens en voie de disparition raffolent les uns des autres et ont un sens aigu de la famille. Ce dhole est le cador du groupe. Comme la plupart de ses congénères, il maîtrise l'art d'uriner la tête en bas. Il n'est pas plus gros qu'un chien de berger, mais en groupe, ses petits copains et lui sont capables de semer la terreur. Là, ils ont prévu d'attaquer un sambar. 270 kilos de chair bien tendre. Ils forcent l'animal à quitter le couvert de la forêt. Les dholes sont résistants, mais le sambar aussi. Alors que les autres abandonnent, ce jeune mâle refuse de lâcher prise. C'est perdu d'avance. Exterminé pendant des siècles comme animal nuisible, le dhole reste une espèce en danger. Et son étonnant mode de vie n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets.